Regard sur l'éducation. Le secrétaire général de l'OCDE, M. Mathias Cormann, va présenter les principales conclusions de ce rapport, et puis ensuite Andreas Schleicher, qui est directeur de l'éducation, les compétences à l'OCDE, reviendra sur les détails avant de passer la parole au ministre italien de l'Éducation, M. Giuseppe Valditara. Deux points d'intendance. L'interprétation est disponible en français et en anglais sur OECD TV et sur Zoom. Je rappelle aux journalistes qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat de notre session Zoom que nous reprendrons ensuite oralement ici. Monsieur le secrétaire général, je vous passe la parole sans plus attendre. Merci. Merci, Monsieur le ministre Giuseppe. Chers invités, chers amis, bienvenue à ce lancement de l'édition 2025 de Regard sur l'éducation. Depuis 1992, cette publication fournit des données comparables, exploitables, à l'appui de la réforme de l'éducation, couvrant les taux d'inscription, les niveaux de formation et les résultats sur le marché du travail. Cette édition 2025 est axée sur l'enseignement supérieur, qui est un moteur essentiel de croissance, d'innovation et de bien-être sociétal. Il nous faut disposer de systèmes d'enseignement supérieur efficaces et de qualité pour développer des compétences qui sont propices aux gains de productivité et encourager la recherche et développement, pour préparer les professionnels de la santé et des soins à nos sociétés vieillissantes et pour former des ingénieurs, des experts en sciences des données et des spécialistes de l'IA pour favoriser l'adoption de nouvelles technologies numériques liées aux énergies renouvelables. Il y en a bien d'autres, évidemment, je n'en cite que quelques-unes. Le niveau de formation atteint un niveau sans précédent. 48% des jeunes adultes des pays de l'OCDE sont désormais diplômés de l'enseignement supérieur contre 27% en 2000. C'est donc une augmentation forte. L'Irlande et la Norvège ont notamment accompli des progrès remarquables avec une hausse du taux de diplômés de l'enseignement supérieur d'environ 10 points de pourcentage entre 2019 et 2024. La Colombie, le Costa Rica, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Mexique, le Portugal et la Turquie ont également accompli des progrès notables en réduisant de 5 à 13 points de pourcentage le pourcentage de jeunes adultes non diplômés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire. Malgré la progression globale du taux de diplômés de l'enseignement supérieur, le milieu familial continue d'influer fortement sur les inscriptions dans l'enseignement supérieur. En 2012, seuls 23% des jeunes adultes dont les parents n'avaient pas achevé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire étaient diplômés du tertiaire, contre 65% de ceux dont au moins un parent était diplômé de l'enseignement tertiaire. L'écart s'est maintenu jusqu'en 2023, avec seulement 26% des familles peu instruites qui ont terminé leurs études supérieures, contre 70% des ménages très instruits. Pour exploiter pleinement le potentiel de l'enseignement supérieur, nous devons promouvoir l'égalité des chances et un accès fondé sur le mérite à l'enseignement supérieur afin d'exploiter tous les talents disponibles. Le faible taux de réussite des diplômés d'enseignement supérieur nuit également au rendement de l'investissement public, aggrave les pénuries de compétences et limite l'accès aux opportunités. Ainsi, dans 32 pays membres et partenaires de l'OCDE, 43% seulement des étudiants en licence obtiennent leur diplôme à temps, pourcentage qui atteint tout juste 70% si l'on rajoute 3 ans. Les hommes sont moins susceptibles de terminer leur formation dans ce délai, 63% contre 75% des femmes. Les faibles taux de réussite sont souvent dus à une inadéquation entre les attentes des élèves et le contenu des programmes, à une préparation scolaire inadéquate et à des systèmes de soutien insuffisants. Autre problème majeur, c'est le fait que l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur ne se traduit pas toujours par une amélioration des compétences. Dans les 29 pays et économies de l'OCDE qui sont couverts par l'évaluation des compétences des adultes de l'OCDE, 13% des diplômés de l'enseignement supérieur n'atteignent même pas le niveau de compétences de base en littératie en 2023, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient comprendre que des textes courts sur des sujets familiers. D'importants déficits de compétences persistent dans les pays. En Finlande, par exemple, les 25-34 ans diplômés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs diplômés de l'enseignement supérieur dans de nombreux pays de l'OCDE. Dans l'économie
numérique et à forte intensité de savoir d'aujourd'hui, il sera essentiel d'aligner l'éducation sur les besoins du marché du travail, car les inadéquations persistantes des compétences ont un coût réel sur les salaires et sur la productivité et affectent le bien-être individuel. En 2023, environ un travailleur sur trois dans les pays de l'OCDE déclarait occuper un emploi qui ne correspondait pas à ses qualifications, ses compétences ou son domaine d'études. Les travailleurs déclassés gagnent 12% de moins que ceux qui occupent des emplois en adéquation avec leur profil et sont moins susceptibles de se déclarer satisfaits de leur vie. Ce défaut d'alignement affecte également les employeurs. Près de 40% des entreprises font état de pénurie de compétences, en particulier de compétences techniques. Et l'inadéquation des compétences ralentit déjà l'adoption de nouvelles technologies dans les entreprises. Ces résultats montrent qu'il est possible d'améliorer les performances des systèmes éducatifs à tous les niveaux, d'élargir l'accès à un enseignement supérieur de qualité et de mettre en place des parcours éducatifs et de développement des compétences alternatives. Premièrement, en maintenant des normes de qualité rigoureuses dans les établissements d'enseignement supérieur à mesure que nous élargissons l'accès. Il s'agit notamment de mettre en œuvre des systèmes internes robustes d'assurance qualité qui favorisent la qualité et la pertinence des contenus et permettent d'évaluer les élèves au regard des résultats convenus. L'assurance de la qualité implique également de suivre la situation des diplômés au cours de leur carrière universitaire et professionnelle et d'utiliser les informations recueillies pour améliorer la qualité et la pertinence de l'offre. Les organismes indépendants ont un rôle essentiel à jouer à cet égard en contribuant à l'établissement de normes de qualité communes et en procédant à des examens des prestataires et des programmes. Par exemple, l'Agence norvégienne pour l'assurance qualité dans l'enseignement est légalement chargée de contrôler le respect des compétences, des exigences légales et de mener des travaux de développement ciblés pour améliorer la qualité dans l'enseignement supérieur. Les systèmes d'assurance qualité peuvent également utiliser des normes, des indicateurs de résultats et des incitations financières pour améliorer l'adéquation de l'enseignement et de la formation au marché du travail. Au Danemark, par exemple, le Conseil de l'éducation de base suit l'évolution du marché du travail et coordonne la mise en place de nouveaux programmes avec des employeurs et les partenaires sociaux. Deuxièmement, en veillant à ce que les établissements préparent pleinement les élèves à la poursuite de leurs études, à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Les données de notre programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, de 2022, ont mis en évidence une baisse sans précédent des résultats en matière de compétences cognitives de base dans les pays de l'OCDE, ce qui souligne la nécessité pour les établissements scolaires de mieux doter tous les élèves de compétences essentielles nécessaires pour l'avenir. Les systèmes éducatifs doivent également renforcer l'orientation professionnelle et aider les élèves qui se trouvent dans une situation particulière à poursuivre leurs études. Par exemple, les données de notre programme international PISA de 2022 montrent que 34% des élèves de 15 ans ne se sentent pas bien informés sur les parcours possibles après la scolarité obligatoire. Les établissements d'enseignement secondaire coréens adoptent une approche innovante pour relever ce défi et proposent un semestre d'apprentissage gratuit sans examen. Les étudiants peuvent profiter de ce semestre pour explorer des carrières dans le cadre de projets pratiques et d'expériences concrètes. Troisièmement, élargir et renforcer les autres voies d'accès au développement des compétences, notamment l'enseignement et la formation professionnelle de qualité, ainsi que les mécanismes flexibles de certification et de reconnaissance des compétences, comme les micro-diplômes. Ce sera essentiel pour remédier aux pénuries de compétences futures et élargir l'accès à la formation des personnes qui n'ont pas le temps, pas les ressources nécessaires pour obtenir un diplôme d'enseignement supérieur complet. L'OCDE élabore actuellement une nouvelle évaluation de l'enseignement et de la formation professionnelle afin de fournir des éclairages fondés sur des données probantes sur la manière d'améliorer la pertinence, la qualité et l'efficacité de ces programmes. La transition vers la formation tout au long de la vie, qui passe par des formations courtes et des microdiplômes, aidera également les travailleurs à s'adapter à l'évolution des besoins du marché du travail, notamment à faire face aux conséquences de l'adoption de l'IA. Néanmoins, à moins que ces cours et ces diplômes ne soient de grande qualité et s'inscrivent dans des parcours reconnus, ils risquent de devenir une case à cocher pour la conformité plutôt que de soutenir de réels progrès. L'une des stratégies consiste à reconnaître officiellement les microdiplômes de qualité et à les intégrer dans les cadres nationaux de certification. La Nouvelle-Zélande, par exemple, dispose d'un système qui permet aux formations courtes d'être prises en compte pour obtenir des diplômes plus élevés, de sorte qu'une formation d'une semaine peut devenir un tremplin vers une qualification complète.
L'OCDE va continuer d'aider les responsables de l'action publique en leur fournissant des données comparatives et des analyses de politique afin de relever ces défis et de garantir l'accès à des systèmes d'enseignement supérieur de qualité. Le mois prochain, en octobre, nous publierons une nouvelle analyse comparative sur la viabilité financière des universités et le rôle des politiques publiques. L'année prochaine, nous publierons de nouvelles analyses comparatives sur les possibilités d'élargir l'accès à l'enseignement supérieur et d'améliorer la réussite des étudiants. Et enfin, en avril l'an prochain, nous accueillerons à Istanbul le sommet de l'OCDE sur les compétences 2026, au cours duquel les ministres débattront de la façon dont l'évolution démographique, les migrations de travail et les transitions écologiques et numériques remodèlent les besoins de compétences et ce que cela signifie pour l'éducation et la formation à tous les stades de la vie. Alors pour conclure, disons que des systèmes d'enseignement supérieur de qualité sont de puissants vecteurs d'opportunités individuelles, de croissance économique, d'innovation et de bien-être au sens large. Pour s'assurer que ce potentiel soit pleinement réalisé, les pouvoirs publics devront mettre en place des systèmes efficaces de contrôle de la qualité, préparer les élèves du secondaire mieux préparer les élèves du secondaire aux possibilités qui s'offrent à eux dans l'enseignement supérieur et continuer de développer d'autres voies d'accès au développement des compétences. L'OCDE continuera d'être votre partenaire pour vous fonder, pour aider donc les décideurs de la politique à avancer en ce sens. Je cède maintenant la parole à mon collègue Andreas Schleicher qui va pouvoir vous présenter les conclusions détaillées de ce rapport. Merci. Oui, merci beaucoup, Mathias. Et je vais vous montrer des données qui sous-tendent les observations que vous venez de partager avec nous. Comme vous l'avez dit, la première chose qui vous frappe lorsque vous regardez les regards sur l'éducation 2025, c'est comment une bonne éducation rapporte. C'est-à-dire que si vous avez une licence, vous gagnez 39% de plus qu'un diplômé de l'enseignement secondaire, 83% pour un master. Et donc, ça a boosté la participation depuis 2000. Le taux de diplômés de l'enseignement tertiaire a augmenté d'environ 1 point de pourcentage par an jusqu'en 2021, puis de 0,3 points par an depuis. Donc, ce sont des chiffres vraiment parlants. On a beaucoup débattu le fait de savoir si c'est vraiment important et que ça permet d'avoir de plus en plus de diplômés de l'enseignement supérieur. Si tout le monde a des études supérieures, y aura-t-il par exemple toujours un SMIC? On pourrait avoir une diminution des rendements, mais on a regardé les données et pour l'instant, on ne voit aucun signe de cette tendance. Regardez la ligne rouge. L'avantage des diplômés du tertiaire en termes de revenus est stable sur la période. Bien sûr, tout dépend des études et dans beaucoup de pays, avoir par exemple un diplôme dans les sciences, les techniques, l'ingénierie, les mathématiques, ça va rapporter plus que les arts ou les sciences humaines, mais ce n'est pas le cas partout. Regardez l'Autriche, la Slovénie, où les domaines de la santé, par exemple, ou de la protection sociale sont très intéressants sur le point de vue des salaires. Par ailleurs, les jeunes qui n'ont pas de diplôme de fin de secondaire risquent de décrocher du marché du travail. En Irlande, ce risque s'élève à 50%. Bon, c'est une petite population en Irlande, donc ça ne représente pas beaucoup de personnes, mais les personnes qui ne finissent pas l'enseignement secondaire décrochent très souvent à hauteur de 50%. Évidemment, il y a toujours un débat sur le financement de l'éducation supérieure. Et l'enseignement supérieur est cher, on le sait. Et vous le voyez ici, ce sont les points rouges. Vous voyez que la Suisse et la Norvège dépensent plus de 25 000 $ par étudiant de l'enseignement supérieur chaque année. Certains pays demandent aux étudiants qui vont finalement bénéficier de leurs études après dans leur vie d'assumer une partie des coûts. On le voit en Lituanie, en Angleterre ou aux États-Unis où les étudiants doivent payer une partie importante de leur scolarité. Mais dans d'autres pays, ce sont les contribuables qui financent l'enseignement supérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est
que les rendements, même lorsqu'on doit assumer soi-même les frais de scolarité, l'enseignement supérieur est rentable. Regardez les États-Unis, par exemple, regardez la situation des femmes. Les revenus supplémentaires associés aux études s'élèvent à plus de un demi-million de dollars en moyenne. Donc, la formation supérieure est rentable. Bien sûr, les frais de scolarité sont particulièrement élevés pour les étudiants internationaux et pourtant, la mobilité internationale se poursuit et ne cesse d'augmenter. En fait, si on regarde les chiffres de la dernière décennie, dans des pays comme l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, qui ont toujours été des destinations attrayantes pour les étudiants internationaux, eh bien, on voit des hausses particulièrement marquées au cours de la dernière décennie et souvent malgré des frais de scolarité très élevés. Donc voilà, ça, c'est la partie positive. Hein, M. Corman l'a déjà mentionné. C'est important de s'assurer que ce sont les plus talentueux, les plus motivés qui obtiennent les meilleures places. Mais on voit que très souvent, si les parents ont fait des études supérieures, eh bien, ça veut dire qu'on a une plus grande chance d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est ce que l'on voit ici. Si vos parents n'ont pas de diplôme du supérieur, vos chances diminuent beaucoup. Si vous regardez le Danemark et la Corée, vous avez tout de même 40% de possibilités d'avoir un diplôme de l'enseignement supérieur si vos parents n'ont pas terminé leurs études secondaires. Mais en Hongrie, en Lituanie, en République slovaque, cette probabilité est inférieure à 7%. Donc, dans ces pays, on voit bien que si les parents sont diplômés de l'enseignement supérieur, eh bien, la possibilité d'obtenir un diplôme est 10 fois plus élevée. On voit que, par exemple, l'Angleterre est assez équitable, on le voit sur la gauche, alors que les frais de scolarité sont élevés. Mais ils ont un système de prêts pour les étudiants qui fonctionne assez bien. Et parfois, on a des résultats plus équitables avec ces systèmes qu'avec des systèmes différents. Parce que si tout dépend des sources publiques et que ces sources publiques sont insuffisantes, eh bien, ça n'a pas forcément un aussi bon effet. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, on le voit ici. Beaucoup de jeunes qui commencent leurs études, par ailleurs, ne terminent pas leur diplôme. Regardez, par exemple, l'Autriche, la Colombie, le Chili, le Pérou, où seulement 10 à 20% des étudiants terminent leurs études à temps. Même après 3 années d'études supplémentaires, on voit bien ici, et c'est le point bleu, que beaucoup de pays ont des taux de réussite très faibles. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire pour rendre les études plus efficaces, pour que les étudiants puissent finir dans les délais. On voit l'Irlande, la Turquie, le Royaume-Uni, où on a de bons taux de complétion des études dans les temps. Le secrétaire général l'a dit, les compétences et les qualifications, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on mesure la littératie directement, on voit que les diplômés de l'enseignement supérieur possèdent généralement des compétences plus élevées que les adultes diplômés de l'enseignement secondaire. C'est ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais on a des situations très différentes. Hein, et par exemple, on voit la situation qui est particulièrement bonne en Finlande. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une grande partie des adultes qui ont passé des années à l'école et parfois à l'université n'ont même pas les compétences en littératie d'un enfant de 10 ans. Il y a des pays où la part des personnes peu qualifiées est supérieure à celle des adultes moyennement ou hautement qualifiés. Il est également inquiétant de constater que dans de nombreux pays, le niveau de compétence des adultes non diplômés du secondaire a encore diminué au cours de la dernière décennie. Donc la situation s'est empirée au cours des 10 dernières années. Évidemment, on espère que l'apprentissage tout au long de la vie ainsi que
l'actualisation et le recyclage des compétences va aider, mais les données là poussent plutôt pessimistes parce que ce sont ceux qui ont le plus besoin en fait de formation, qui ont le moins accès à la formation en tant qu'adultes. Et pourtant, ce sont les chômeurs, par exemple, qui devraient pouvoir être formés pour trouver de l'emploi, mais ils participent beaucoup moins aux formations. Enfin, on va s'intéresser aux investissements. On voit que la Norvège, le Royaume-Uni investissent plus de 6% de leur PIB dans l'enseignement obligatoire. Et si on ajoute la petite enfance, en Norvège, ça représente 8% du budget national. Dans certains pays, l'éducation est l'un des postes de dépenses publiques le plus important. La protection sociale en jaune domine le tableau, bien sûr. La plupart de nos pays dépensent plus pour le présent que pour l'avenir. Mais évidemment, le tableau varie. Regardez la Suisse à la gauche, l'Italie, on a une différence importante. Les dépenses peuvent également varier beaucoup au sein d'un même pays, entre régions. Regardez les États-Unis. Washington dépense plus de 3 fois plus par élève que l'Idaho. Donc ça, c'est également une facette importante. Et puis également, ce qui est frappant, c'est que comparé à d'autres secteurs, l'éducation investit très peu dans son avenir. Et ça, on s'y est intéressé pour la première fois. Combien est-ce que les pays investissent pour la recherche et le développement dans l'éducation? Si on compare au secteur de la santé, euh, on voit que le secteur de la santé investit 4 fois plus dans la recherche et développement que le secteur de l'éducation. Et ça, c'est juste les financements publics. Imaginez si on ajoute les financements privés du secteur pharmaceutique et de la biotechnologie pour la recherche médicale. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a les dépenses, bien sûr, d'exploitation et les investissements pour l'avenir, et notamment pour la recherche et le développement. Nous constatons également que les pays investissent leurs ressources de manière très différente. Ce graphique vous montre le taux d'encadrement sur la verticale. Donc ça, c'est une mesure des ressources. Et sur l'horizontale, vous voyez la taille des classes. On voit par exemple que le Japon et les États-Unis embauchent un nombre à peu près égal d'enseignants pour 100 élèves. Vous le voyez sur l'axe vertical. Mais la taille des classes aux États-Unis est petite, alors que au Japon, la taille des classes est grande. Donc, pourquoi est-ce que le Japon aurait des classes plus importantes alors qu'ils ont le même nombre d'enseignants par 100 élèves? Eh bien, la réponse, c'est que les Japonais utilisent le temps des enseignants de manière beaucoup plus efficace. On voit, par exemple, que les enseignants japonais ont beaucoup de temps pour réaliser un travail personnalisé avec les élèves, euh, alors que aux États-Unis, les enseignants enseignent une classe après l'autre dans le même format. On voit également que pour ce qui est de la compétitivité des salaires des enseignants, eh bien, on voit que les enseignants sont moins bien payés. Et bien sûr, lorsque l'on regarde nos données, bon, on sait qu'il faut faire un choix souvent entre petites classes et, ou plus grandes classes. Mais on voit des changements. On regarde la rémunération ici des enseignants au Chili, en Colombie, avec une augmentation de 30% au cours de la dernière décennie. Et certains pays ont également augmenté les salaires de départ pour essayer de remédier aux pénuries d'enseignants. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'un bon nombre de pays ont pu mieux rémunérer leurs enseignants parce qu'ils ont augmenté la taille des classes. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Alors, on va conclure en montrant le coût par élève du primaire. Et je souhaiterais comparer deux pays ici, la Grèce et la Corée, au milieu du graphique, qui sont dans la moyenne en termes de prix. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la moyenne de l'OCDE. Mais on voit que la Corée paie ses enseignants bien mieux que la moyenne de l'OCDE. C'est la barre bleue. Alors qu'en Grèce, les enseignants ont des salaires très bas. C'est la barre bleue qui diminue. Donc, deux pays qui ont la même enveloppe, mais qui dépensent de manière très différente. La Corée et la Grèce économisent tous les deux avec des journées d'école relativement courtes,
Mais en Grèce, ce qui tire le, le- 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 les coûts vers le haut, c'est que les enseignants enseignent peu. Et le deuxième facteur, euh, ce sont les hausses de coûts. Donc, qui est plus efficace? Eh bien, c'est sûrement la Corée qui a l'un des systèmes éducatifs les plus performants de l'OCDE. Donc, ce n'est pas simplement une question de chiffres, combien est-ce qu'on dépense, c'est l'efficacité de la dépense qui compte également. Et sur ce, je conclus ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Andreas. À présent, je vais donner la parole au ministre italien de l'Éducation, Giuseppe Valdita. Merci, bonjour à vous tous. C'est un véritable plaisir et honneur de participer à ce lancement international des regards sur l'éducation de l'OCDE 2025. Je remercie Monsieur le secrétaire général, Mathias Cormann, ainsi que le directeur Schleicher. Ce rapport offre une analyse et des conseils très pertinents pour tous ceux qui participent aux politiques d'éducation et soutient notre réflexion commune sur les résultats et les actions que nous sommes en train de mettre en œuvre pour améliorer les résultats d'éducation et pour lutter contre les inégalités. Tout d'abord, les données positives pour l'Italie montrent une diminution du taux des jeunes adultes qui n'ont aucun diplôme de fin de secondaire. En 2024, il y a eu une réduction très importante du taux de décrochage scolaire à 9,8%, ce qui nous permet de mettre en œuvre notre plan de résilience nationale. La Commission européenne nous a aidés. Ensuite, le taux estimé pour 2025 est de 8,3%. Cela veut dire que la Commission européenne et sa cible de 9% pour 2030 a déjà été atteinte bien à l'avance. Comme souligné dans les regards sur l'éducation, nous avons relevé l'un des grands défis qui est de pouvoir doter nos jeunes adultes des compétences nécessaires. Il faut donc maintenant mettre l'accent sur la création de filières et de trajectoires qui permettent de répondre aux besoins individuels. Les évaluations des initiatives qui ont été mises en œuvre en Italie au cours des 2 dernières années, et notamment l'initiative pour l'agenda du Sud, montrent que l'approche italienne, fondée sur une intégration personnalisée, ciblant les faiblesses des élèves et s'adaptant aux contextes locaux, a vraiment permis de réduire les disparités régionales et a permis d'améliorer l'éducation dans sa totalité. Je vous montre ici une diapositive. Les données montrent que les écoles qui ont participé à cette initiative ont vu une amélioration très importante. Vous voyez dans les Pouilles, en Calabre, en Campanie, l'amélioration, on a doublé les résultats d'apprentissage grâce à ce programme. Les écoles qui n'ont pas participé à cette initiative n'ont pas montré cette même tendance positive, ce qui confirme que ces programmes personnalisés sont essentiels pour améliorer les résultats d'apprentissage et pour soutenir une population complexe et diversifiée, leur donnant la motivation et la possibilité de compléter leur enseignement secondaire. Grâce à cette initiative d'agenda pour le Sud, nous avons pu fournir des mesures de soutien à des écoles dans des contextes fragiles pour améliorer la rétention des élèves, éviter
également qu'ils ne puissent arriver à la fin de leurs études. Donc, la personnalisation des études, hein, la pédagogie innovative, hein, un accès aux écoles tout au long de la journée, l'augmentation des enseignants dans les écoles rurales, avec plus d'enseignants dans ces écoles rurales, ont permis à améliorer l'accès, notamment pour ceux qui ont des besoins particuliers. Nous avons également renforcé la formation des enseignants. Nous avons travaillé avec les familles, notamment les familles les plus fragiles. Nous avons réalisé des actions de suivi et d'évaluation. Nous avons également développé des projets en dehors des heures d'éducation obligatoire, hein, pour développer la musique, le théâtre, le sport, l'art. Nous avons mis en place également des projets adaptés aux contextes locaux. Pour soutenir cette stratégie, nous avons investi pour 2000 écoles dans les régions du Sud. Et 15 millions d'euros pour un projet pilote dans les régions les plus fragiles pour mettre en place l'éducation sociale et un soutien psychologique avec des cours personnalisés et des initiatives d'orientation. Nous ajoutons à ces résultats 35 millions d'euros supplémentaires pour les écoles les plus fragiles, prévention sida, équipement, biens, services, pour créer un environnement sécurisé et qui permet la prévention pour encourager l'apprentissage et le bien-être des élèves et des enseignants, ainsi que pour limiter le nombre d'abandons scolaires. En outre, tout cela est adapté au nombre d'écoles et cela pourra servir d'exemple pour d'autres pays. Cela repose sur des interventions personnalisées plutôt que sur des actions généralisées. Sur la base de cette expérience, nous avons décidé d'élargir ce plan aux écoles fragiles dans le centre et dans le nord du pays, en Italie, avec 220 millions d'euros d'investissement pour cette initiative qui s'appelle l'Agenda du Nord. L'idée étant d'aider les éducations d'enseignement qui sont situées dans des zones reculées ou dans un contexte urbain difficile. Nous avons également mis en place un certain nombre d'actions spécifiques pour les élèves ou les étudiants qui viennent d'arriver dans notre pays, les étudiants étrangers qui ne possèdent pas de grandes compétences en italien. Grâce à ces résultats positifs, nous sommes sur le point d'annoncer un autre investissement important pour renforcer et poursuivre nos actions dans le cadre de cet agenda du Sud et du Nord, en intervenant sur les écoles les plus fragiles et en renforçant les compétences de base pour réduire le taux d'abandon. Parallèlement, nous avons lancé une réforme importante des écoles professionnelles et techniques avec un cycle 4 plus 2 ans qui se compose de 4 ans de lycée et 2 ans d'académie ITS, enseignement tertiaire. Cela permet de renforcer la chaîne d'approvisionnement et cela permet également d'établir un lien fort entre les lycées, le secondaire et le tertiaire avec la participation nécessaire des entreprises. Nous avons également renforcé cette logique d'un campus innovant et d'un apprentissage basé sur le travail. L'idée étant d'avoir une meilleure connexion, un meilleur lien entre les entreprises et les écoles avec l'expérimentation d'aide venant du monde professionnel en utilisant les enseignants, des acteurs du monde universitaire et du monde professionnel à tous les niveaux pour jeter des passerelles entre les différents niveaux, entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. Cela nous permet également de renforcer le processus d'internationalisation dans lequel nous nous sommes engagés dans le cadre d'échanges entre nos écoles et d'autres pays
en relation avec des écoles italiennes et des entreprises italiennes. Pour conclure, cette stratégie italienne s'inspire largement de données de l'OCDE et vise à mettre en place un changement structurel de, du système éducatif italien, non seulement afin de conserver et d'enseigner à tous nos étudiants, mais également pour les aider dans le développement de leur potentiel, dans leur épanouissement, pour qu'ils acquièrent de nouveaux talents, pour disposer d'une formation qui leur permet d'avoir une belle carrière. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Le moment est venu de poser vos questions. Je rappelle aux journalistes qu'ils peuvent poser leurs questions sur le chat. Nous allons commencer par la première question d'Andreas qui parle de l'enseignement tertiaire. Pensez-vous que le rendement du tertiaire est suffisamment bon pour en justifier l'investissement, notamment pour les étudiants venant de milieux défavorisés? Écoutez, clairement, la difficulté principale auxquelles les écoles sont confrontées actuellement, notamment lorsqu'ils viennent d'un contexte défavorisé ou fragile, c'est lié au manque d'infrastructures et de moyens humains qui sont mis à disposition. Nous avons donc décidé d'avancer des fonds pour renforcer un apprentissage innovant avec des laboratoires, mais également de payer les enseignants pour les activités extracurriculaires. Nous avons également mis en place des ressources nationales supplémentaires et nous avons mis en place un fonds structurel pour mieux répondre aux besoins que nous ne le faisions dans le passé. Nous avons donc décidé d'intégrer 245 millions d'euros venant des fonds structurels européens, 22 millions d'euros venant du Fonds national de reprise et de résilience et 56 millions du budget national. Ces ressources pour l'agenda du Nord serviront proviennent du Fonds structurel européen. Merci. Merci beaucoup, Spencer. Alors, sur cet aspect tout à fait spécifique, moi, je crois que l'une des conclusions les plus intéressantes, c'est que la forte augmentation du niveau de réussite dans le tertiaire n'a pas eu d'impact sur la prime de gain. Et il y a un certain nombre d'étudiants au plus haut niveau dans certains pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on voit bien que les avantages induits par une éducation, un enseignement tertiaire tiennent. Alors, ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Il y aura peut-être un moment donné où la valeur sur le marché des qualifications commence à baisser. Peut-être qu'à un moment donné, quand on atteindra un niveau marginal, ça baissera, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour l'heure, c'est un investissement rentable. Vous l'avez vu dans les données. Ça dépend évidemment de ce que vous étudiez. Il est donc très important de bien choisir les matières qui vous permettent d'avoir un bon salaire. Et c'est là que bien des pays peuvent faire mieux pour mieux orienter leurs élèves, pour qu'ils comprennent mieux quels sont les investissements qui sont les plus rentables. Ça n'est pas toujours ce que font les universités, mais je crois que les pays, en l'occurrence, pourraient faire bien mieux en la matière pour donner des orientations plus claires. Alors avec ce bémol, je crois que pour l'instant, ça reste l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire dans son propre avenir. Merci, Andreas. Alors, je continue sur le tertiaire, Andreas. La question qui se pose ici, c'est sur les inégalités des opportunités. Et en l'occurrence, euh, quelle est la meilleure approche des pays pour lutter contre cette inégalité dans les opportunités? Là aussi, c'est quelque chose qui nous inquiète tout particulièrement et c'est ce qui nous frappe avec ces données. Dans les économies d'aujourd'hui, il faut vraiment veiller à ce que le talent et la motivation soient les clés du succès. Mais je crois que l'exemple italien est particulièrement impressionnant. C'est-à-dire que l'Italie, avec cet agenda sud dont le ministre vient de nous parler, est un bon exemple qui montre le fait qu'en quelques années, on peut renverser la vapeur. Et clairement, les chiffres financiers sont impressionnants, mais ça n'est qu'une petite part des dépenses en éducation. Et ce qui me donne optimisme et espoir pour dire que ces disparités, on peut les lisser. Maintenant, il est vrai que dans une certaine mesure, ça peut être lié au mérite financier de l'éducation. Ça peut
dans certains pays en Amérique du Sud, on l'a vu par exemple, mais je ne dirais pas que c'est forcément le point le plus important. Ce qui compte avant tout, c'est le fait que les jeunes comprennent mal ce qui les attend à l'avenir. Lorsqu'on regarde les données pour les jeunes de 15 ans, on voit que les étudiants qui viennent de milieux favorisés pensent qu'il y a un avenir radieux qui les attend, même s'ils ne sont pas forcément bourrés de talent et ils s'orientent vers l'enseignement supérieur, alors que les jeunes qui viennent de milieux défavorisés ont une vision assez myope de leur avenir court-termiste et ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils pourraient faire. Il faut donc aider les jeunes à comprendre leur potentiel, les opportunités de carrière qui les attendent et à s'intégrer euh, dans le monde du travail et de l'enseignement. Et puis, dans les universités, eh bien, il y a les systèmes de soutien, d'aide sociale. Si vous venez d'un milieu favorisé, eh bien, vous savez comment fonctionne une université. Vous devez apprendre seul, vous devez vous fixer vos propres objectifs d'apprentissage, mettre en place votre programme, etc. Si vous venez d'un milieu défavorisé, par contre, eh bien, a priori, personne ne va vous avoir expliqué ce qu'il faut faire. Et donc, il faut avoir des systèmes de soutien, d'orientation, d'aide aux étudiants pour leur permettre de gérer cette transition. C'est quelque chose de très important. Si vous réunissez ces trois éléments, je crois qu'on peut faire beaucoup. Merci. Question pour Monsieur le ministre. Dans votre exposé, vous avez dit qu'il fallait réduire le nombre d'étudiants qui disposaient d'interventions personnelles. Que peuvent faire, vous avez réussi pardon, à faire quelque chose en ce sens. Que pensez-vous que les autres pays peuvent faire dans ce domaine? Écoutez, je crois que dans le cadre de l'expérience italienne, ce qu'il y a de plus important, c'est l'utilisation des données territoriales avec des écoles repérées comme fragiles pour lesquelles on a mis en place des stratégies d'éducation qui reposent sur des données locales avec des interventions qui sont appropriées, ciblées sur les étudiants, leurs faiblesses et qui sont adaptées au contexte local. Et donc, cette expérience italienne comprend une offre verticale technologique tout en rappelant que les écoles peuvent répondre aux talents de tous les jeunes en leur permettant de réussir leurs études et d'atteindre leurs objectifs professionnels en mettant en avant les personnes et en les plaçant au centre de toutes les activités d'éducation et d'enseignement et en promouvant leur croissance, leur épanouissement et en garantissant leur dignité, leur liberté et leur indépendance. Merci. Une question pour Andrea par rapport aux universités et au taux d'achèvement. Visiblement, ça semble être un problème pour les hommes. Alors, pourquoi et que peut-on faire en la matière? Oui, écoutez, il y a différents facteurs à prendre en compte. Il y a d'abord le fait que dans bien des domaines, les femmes ont des compétences supérieures et peut-être souhaitent avancer plus vite. Ça, c'est quelque chose que l'on voit déjà à des échelons inférieurs de l'éducation. Et puis, bien souvent, les hommes ont plus d'opportunités. Ils obtiennent un diplôme, ensuite ils obtiennent un emploi relativement facilement. Et tous les taux d'abandon ne signifient pas forcément un échec. Dans certains cas, c'est juste que les universités doivent faire mieux pour que les gens s'approprient ce qu'ils apprennent, comment ils apprennent, où ils l'apprennent, etc. Tous ces micro-credentials sont particulièrement importants. Apprendre au fur et à mesure plutôt que d'avancer dans des cours qui sont trop longs et trop lourds et chargés. Et ça, c'est particulièrement important pour les autres. Merci. Écoutez, il n'y a plus de questions, donc c'est tout pour cette conférence de presse ce matin. Merci, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Andrés, et merci, Monsieur le ministre.